Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Céline Camoun, Yes We Cards sur Instagram. Après avoir été juriste en droit des affaires, Céline est devenue voyante. Venant d'une famille modeste, elle a atterri un peu par hasard en droit. Elle a beaucoup aimé ce carrefour entre l'histoire et la sociologie. À la fin de ses études, Céline fait un stage dans un studio de jeux vidéo Blizzard. Très curieuse, Céline a expérimenté différentes branches du droit, telles que le droit privé, le droit des affaires et la fiscalité. Céline a beaucoup vagabondé dans le monde professionnel, mais n'était pas 100% épanouie. Elle ne se sentait plus à sa place et avait besoin de se réaliser professionnellement. Depuis très jeune, elle avait des prémonitions et a commencé à tirer les cartes à ses amis vers 19-20 ans. Son déclic pour se lancer en tant que voyante professionnelle a été un rêve prémonitoire. Elle a donc sauté le pas. Elle mêle dans son activité tirage de cartes et conseils de développement personnel. Ce qui lui plaît le plus dans son métier, c'est d'aider les autres. Elle propose aujourd'hui consultations de voyance, fait de l'événementiel sur cette même thématique et écrit aussi des livres. Alors avec Céline, on a évoqué les clichés de la société sur les voyantes de type Madame Irma, sa difficulté de faire face au regard des autres sur son activité professionnelle, ses anecdotes les plus folles de voyance, ses rêves prémonitoires, sa vision de la voyance et ses conseils pour se lancer. Bonjour Céline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, merci beaucoup de t'intéresser à ma transition professionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je fais de la voyance, je fais des consultations de voyance, voilà, de manière classique. Je fais aussi de l'événementiel sur cette thématique-là et puis j'écris des livres. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier puisque tu as un second métier qui est peu conventionnel alors que tu avais un premier métier hyper conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors moi, j'ai fait, à la suite d'un bac économie, j'ai fait des études de droit. Et du coup, quand on fait du droit, on se spécialise au bout d'un moment. Donc moi, je me suis spécialisée sur le droit privé et puis plus particulièrement sur le droit des affaires, donc tout ce qui est contrats commerciaux puis fiscalité. Et donc, tu avais travaillé en entreprise comme juriste tout de suite ? Oui, j'ai travaillé comme juriste, après dans différents domaines. Moi, j'avais un coup de cœur, dès le début de mon parcours, j'ai eu un coup de cœur pour le droit de l'informatique qui était vraiment assez balbutiement à l'époque. Enfin, vraiment, c'était... Internet n'était qu'un vague songe à l'époque et ça m'intéressait. Et puis, j'avais aussi des affinités sur tout ce qui était propriété littéraire et artistique, qu'on appelle la PLA dans le jargon. Et puis, j'ai travaillé sur différentes branches de droit en entreprise parce que... les études de droit sont un petit peu déconnectées quand même de la vie courante. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de pratique et de stage. En tous les cas, pendant le cursus, j'aurais aimé en avoir très tôt, alors que j'en ai eu qu'en 4e année. Et donc, voilà, j'ai travaillé soit sur des contrats, j'ai travaillé dans les jeux vidéo, j'ai travaillé avec un manager de chanteurs. Ah oui, c'était déjà un peu créatif, artistique pour du droit, en fait. Et exactement. Et puis, c'était assez... Alors, avec le manager, il était un peu particulier, donc je suis pas restée très longtemps, mais les gens ne restaient pas très longtemps, mais c'était très concret, donc c'était assez intéressant. Et puis, les droits avec les maisons de disques, des artistes avec les maisons de disques, c'est quand même plusieurs branches du droit hybride, donc il y a beaucoup de réflexion, c'est quelque chose qui a beaucoup aussi évolué, donc c'était assez intéressant. J'ai fait donc tout ce qui était jeux vidéo pour des studios qui s'appellent Blizzard et Sierra, donc c'est parmi les plus gros studios de jeux vidéo au monde, dans tous les cas à l'époque. Et puis j'ai travaillé aussi en contentieux immobilier, donc j'ai fait vraiment des branches de droit différentes avec une affinité sur tout ce qui était quand même contrat des entreprises, et j'ai donné des cours en IUT, en droit aussi, et sur d'autres matières. Voilà. Tu étais déjà un peu touche à tout dans le droit, très curieuse. Oui, parce que je trouve que le droit, c'est quand même une matière qui permet de régir la vie des gens en société. Enfin, vraiment, comment on a tous une individualité, comment on arrive à vivre ensemble. Enfin, pour moi, c'est ça l'essence même du droit. Et donc, là où les gens imaginent une matière assez statique, moi, je trouve que c'est une matière qui est très dynamique, qui est très en lien avec l'histoire et la sociologie, puis l'évolution aussi
des mœurs comme on a beaucoup aujourd'hui. On posait déjà la question de la bioéthique. Alors moi, je suis je suis pas toute jeune, donc du coup, on était vraiment au balbutiement parce que les premières lois sur la bioéthique, je crois que c'est 94. Donc on commençait déjà à se poser des questions. Il y avait les histoires des mères porteuses qui étaient là. Il y a plein de faits de société. Il y a le SIDA qui impacte aussi le droit. Enfin voilà. Donc il y avait aussi tout ce qui était déjà personnes transgenres qui impactait assez tôt dans notre cursus parce que c'est tout ce qui est droit civil. Donc, j'ai atterri un peu par hasard en droit et j'ai vraiment beaucoup aimé ce carrefour entre l'histoire, la sociologie, et c'est une matière qui, moi, je trouvais très en mouvement. Et je trouve pas il y a une partie de par cœur, mais pour moi, le droit, c'est pas du par cœur parce que si on comprend pas l'esprit de la loi et ce qu'a voulu faire le législateur, en fait, on va pas comprendre un peu la tendance probable de la jurisprudence. Donc ça, c'était très sympa à étudier. Après, dans les entreprises, souvent, vous êtes un peu l'ennemi de l'entreprise parce que vous êtes là. En fait, une entreprise, c'est un développement commercial basé sur une stratégie et un marché. Et puis vous sécurisez, en fait, vous vous occupez de la sécurité juridique. Donc vous dites, oulala, non, faites pas ça, attention. Et alors, je sais pas si on est déjà un peu paranoïaque avant de se lancer dans des études de droit ou si on le devient après, mais on fait très attention à tout. En tous les cas, on a une vigilance exacerbée. Et donc, en entreprise, faut vraiment développer en tous les cas une bonne communication pour se faire comprendre des autres services parce qu'on a vraiment des objectifs qui sont très à part. C'est déjà un langage comme une langue, hein, moi je trouve le droit. Et donc il faut comprendre aux gens qu'on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt pour les faire évoluer. J'ai déjà vu sur d'autres métiers quand j'étais après en communication chez Orange, un monsieur s'énerver sur la juriste comme un foufou. Et je lui ai dit, mais il a dit, les juristes, c'est des sales gens. Je suis là, mais Bertrand, j'étais juriste. Oui, mais toi, tu as changé, ce n'est pas pareil. Donc voilà, donc je trouve que c'est une matière qui est très structurante. En tous les cas, je suis très contente d'être passée par là. Et même si je fais plus de droit aujourd'hui, je pense que je ne réussirais pas dans mon métier, même si elle est aux antipodes du droit, si j'avais pas fait de droit. Moi, je trouvais que ça m'avait donné vraiment une rigueur mentale. Enfin, c'est quand même un des éléments les plus importants pour moi de la discipline, quoi. Mentale et aussi dans la vie, je pense que ça donne une discipline. Enfin, on en parlera après pour entreprendre. Et donc, comment ça t'était venu le droit? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Alors pas du tout. Moi, j'ai une enfance assez pauvre et chaotique, donc il y avait personne n'avait fait vraiment de grosses études dans mon environnement. Donc j'avais pas de transmission à ce niveau-là. Moi, à l'époque, les inscriptions c'était sur Minitel à la fac. Ça prenait 3 heures là. Le type devant moi s'est inscrit en droit et comme mes parents n'avaient pas d'argent, ils pouvaient pas m'envoyer dans une autre ville et il y avait une fac de droit. Donc j'ai vraiment atterri par hasard et le hasard a été vraiment chouette parce que très vite j'ai aimé, quoi. Donc c'était pas personne ne faisait du droit, je me suis pas dit je veux être juriste plus tard. Moi j'aurais plutôt aimé être vétérinaire ou neurologue, ça aurait été plutôt ça mes métiers de base parce que j'aime beaucoup le cerveau et ça a un impact sur le métier que je fais aujourd'hui. Donc non, c'était vraiment par hasard. Par contre, j'ai vraiment aimé puis je pense que j'avais l'esprit qui collait quand même assez bien avec le droit, quoi. Comment ça t'est venu finalement, puisque ça avait l'air de bien se passer, tu touchais un petit peu à tout, et puis comment tu t'es dit je vais faire autre chose? Alors, j'ai essayé d'autres métiers entre-temps. Je crois que j'ai beaucoup d'amour pour le droit, mais la pratique me plaisait pas tant que ça parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de transmission, tu vois, entre les juristes et toi. Quand tu arrives dans une société, souvent on te demande de faire des avenants sur des très gros contrats. Et je trouve qu'il n'y avait pas de transmission. Moi, ça me faisait peur de me dire, je vais modifier un contrat qui va engager une entreprise avec des milliers d'employés sur 10 ans, tu vois, alors que tu sors de la fac. Donc ça, déjà, ça m'avait pas trop plu. Moi, j'ai toujours fait des jobs sympas, mais j'étais pas galvanisée par mon job, tu vois. Enfin, j'ai fait d'autres jobs après. J'ai fait de la formation en entreprise, en relations clients. J'ai fait de la com digitale. Je vagabondais dans le monde professionnel. C'est-à-dire que je faisais des choses sympas, mais j'avais pas quelque chose où je me disais... à part quand j'étais dans l'industrie musicale où là j'étais vraiment ça me prenait vraiment aux tripes, mais en dehors de ça j'étais pas passionnée. Puis à un moment donné j'ai compris que j'étais pas hyper heureuse dans ma vie professionnelle. J'étais pas malheureuse, mais tu vois, c'était pas l'étincelle. Et je pense qu'on est responsable de son propre bonheur. Tu vois, on peut pas non plus tout faire peser sur un employeur en lui disant que c'est sa faute ou sur un écosystème. C'est parti de ce constat, puis aussi des fois de cette conversation qu'on a avec les gens. Je pense que c'est pour ça qu'il faut beaucoup échanger sur son parcours, que ce soit avec des amis ou dans
j'en sais rien, des lieux-tiers, tu vois, des choses comme ça. Parce qu'il y a une amie qui m'avait dit, à l'époque, je faisais de la communication digitale, je faisais déjà plus beaucoup de droit. Elle m'avait dit, quand tu parles du digital, on voit que tu as un intérêt, mais quand tu parles de l'intuition, tu es passionné, quoi. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce qu'au final, je travaille pas dans ce qui m'intéresse le plus, quoi. Mais le problème par rapport, si on fait un parallèle entre le droit et la voyance, on est vraiment aux antipodes, parce que le droit, c'est très codifié. Tu sais que majoritairement, il faut que tu fasses 4 ans d'études, puis ensuite tu fais huissier, notaire, avocat, enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, tu as un espèce de tronc commun de 4 ans. Tu sais comment tu vas aborder les choses, tu vas vérifier les faits, les preuves, tu vas qualifier, tu vas regarder les textes. Enfin, tu vois, tu as toute une méthodologie, un cadre d'exercice et une méthodologie. Et il n'y a pas du tout ça dans la voyance. Et ça me gênait énormément. Donc, il y avait ça qui était problématique et qui fait que je me suis lancée tard. Tu cherchais plutôt une science en fait. Tu avais ce côté-là un peu académique? Ouais, un petit peu, parce qu'en fait, moi dans la voyance, ce qui m'intéressait, c'était pas spécialement, tu sais, j'étais pas spécialement férue d'ésotérique. Bien sûr, je me suis intéressée à la voyance quand j'avais une vingtaine d'années, tu vois, donc ça fait 27 ans que je tire les cartes, quoi, globalement, bientôt 28. Le côté vraiment, c'est un don, te l'a transmis, un côté élitiste, tout ça, moi, me parlait pas du tout, tu vois. Et ce qui m'intéressait, c'était le cerveau. Et je me disais, ben, il y a quand même des fois où j'ai des infos de manière très anticipée et c'est quelque chose qui est différent de la logique, tu vois. C'est vraiment une information que tu obtiens de manière instinctive, alors qu'en droit, tu vas obtenir une solution que tu vas donner à ton client de manière analytique, tu vois, tu analyses les faits, tu obtiens quelque chose. Et donc du coup, moi ça m'intéressait et puis bah voilà, je savais pas comment on exerçait, je savais pas si j'étais assez capable, tu vois, t'as ça. Je savais pas si j'allais pouvoir gagner ma vie parce qu'il y a aussi, il faut faire faut faire vraiment attention entre ta passion et puis gagner ta vie, c'est quand même pas la même chose. Et donc il y a eu vraiment une réflexion presque en tout de 5 ans, tu vois, sur comment exercer. Ça m'a titillé pendant longtemps et le truc qui a été le déclic pour me lancer, c'est qu'une fois j'ai fait un rêve où dans mon rêve quelqu'un me disait, et j'étais pas du tout sur le projet d'être voyante à l'époque, hein, j'achetais des cristaux dans une boutique et une personne me disait tu seras jamais voyante. Et ça m'a mis dans mon rêve dans une rage, une colère incroyable. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah bah si tu as autant de colère parce qu'on te dit qu'une voie, elle t'est plus accessible, c'est que finalement, c'est un métier qui est important pour toi. Mais c'est sûr que si tu dis, je suis juriste en droit des affaires ou je suis voyante, tu vois, socialement, c'est pas trop la même vibe. Et globalement, bah, être voyante, c'est pas très très bien vu, quoi. Très clairement, on pense que t'es un escroc ou alors on pense que t'es complètement hors sol. Alors que quand tu as fait du droit, tu vois, déjà on se dit tout de suite qu'intellectuellement tu tiens la route. Donc il y a aussi, c'est peut-être un peu superficiel, mais il y avait aussi cet aspect-là de, moi j'ai pas eu beaucoup de racines, donc j'ai pas de famille, j'ai pas de ville où j'ai vraiment grandi, tu vois. Donc le fait d'être exclu, je voulais pas rajouter une couche d'exclusion sociale en fait. Oui, t'avais pas encore assez de socle en fait pour te permettre d'être à contre-courant des normes. Oui, faut quand même, ouais, c'est ça. Faut quand même, et puis finalement je l'ai fait et ça se passe bien. À l'époque, c'était un vrai frein et surtout ce qui a été très intéressant, c'est que pendant tout mon parcours pro, j'avais l'impression de vagabonder, tu vois, de secteur de droit en secteur de droit ou d'entreprise en entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup de CDD parce que j'aimais bien ça, ça me permettait de découvrir des écosystèmes différents. Genre ma mère, elle arrivait jamais à savoir ce que je faisais dans la vie, quoi, tu vois. Et donc, je vagabondais. Et en fait, le jour où je me suis décidée à faire de la voyance et décidée à bien le faire, ça, c'est vraiment, c'est plutôt la méthode que la prise de décision. Du coup, c'est comme si toutes mes expériences du passé m'étaient utiles aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout a un sens. Mais du coup, t'imagines que pendant, que pendant des années et des années, j'étais là, mais tu fais n'importe quoi de ta vie pro, quoi. Alors, je m'éclatais, par contre, tu vois, je faisais quand même des trucs sympas à chaque fois et j'ai quand même vu une vie professionnelle que je trouve hyper chouette, tu vois, mais c'est plus cohérent maintenant. Tu as eu énormément de métiers. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement par tous les métiers par lesquels tu es passée avant d'être voyante? Alors, du coup, j'ai fait du droit des affaires. Après, ça m'a un peu fatiguée. Donc, j'ai fait une formation en sophrologie d'1 an, enfin assez sérieuse, tu vois, avec pas mal de contenu à faire. Et je me suis dit, je vais recevoir des gens en cabinet, mais pendant la formation, c'était une formation qui était très pragmatique. Quand on voyait tous les cas pratiques,
j'avais pas du tout envie de passer mes journées à voir des gens déprimés. Je me suis dit, c'est pas mon tempérament. Je savais pas trop comment faire et j'étais au chômage en parallèle. Je venais d'être au chômage. Et la NPE, à l'époque, Pôle emploi m'a fait faire un stage, tu sais, de remise à niveau de CV, tout ça, bon, qui m'intéressait pas, mais tu avais un stage de possible en entreprise, ça m'intéressait. Et quand la fille m'a interrogée, elle m'a dit, elle voit mon CV, genre juriste en droit des affaires. Après, elle voit ce certificat en sophrologie qui est comme un chien dans un jeu de quilles. Et elle me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et tu sais, j'avais pas du tout réfléchi, je manquais un peu de maturité, j'avais une trentaine d'années pourtant, je bougeais plus. Et elle me dit, c'est pour faire quoi? Pour être formatrice? Et je l'ai regardée, j'ai fait, oui. Tu sais, mais genre en 2-2. Et après, je me suis dit, c'est peut-être pas mal, formateur. Et donc, j'ai décidé d'être formatrice, mais tu vois, un peu, parce qu'il y avait cette situation un peu cocasse. Du coup, je suis devenue formatrice en gestion du stress, gestion des conflits, tu vois, en entreprise. Et puis après, souvent, il manquait de formateurs. Alors, il me confiait des trucs que je savais pas faire, quoi, tu vois, mais genre de la relation client. Et puis, ça m'a beaucoup stimulée parce que j'aime l'apprentissage. Donc, j'ai fait ça. À côté de ça, j'ai eu un blog en 2006, tu vois, donc c'était quand même assez tôt pour les blogs. J'ai rencontré Internet, a vraiment changé ma vie positivement en termes d'acquisition d'informations. Et quand je discutais avec des gens sur Internet, je montais à Paris, j'allais les rencontrer. Et donc, du coup, les entreprises à l'époque ne croyaient pas du tout au web, voulaient pas se mettre sur le web, tout ça. Puis quand ça a commencé à perdurer, ils se sont dit, s'il faut qu'on y soit. Et quand ils ont voulu avoir des gens pour les aider à construire tout ce qui est texte dans les sites, à gérer les réseaux sociaux, il n'y avait pas de diplôme à l'époque. Il y avait aucun enseignement puisque c'était naissant. Donc ils ont pris des gens du terrain et donc j'ai fait de la communication digitale après, quoi. Mais c'est vrai que je changeais tout le temps, quoi. Et la voyance, le tirage de cartes, ça t'est venu comment? C'est de famille? Pas du tout. Alors pareil, ça n'intéressait personne dans la famille. Ma famille côté maternelle ou paternelle, bon moi je les ai pas trop vus, mais tu vois, étaient pas du tout ouverts là-dessus. Moi j'avais quand même des prémonitions, tu vois, jeune. Enfin j'avais déjà des flashs ou des trucs comme ça. Mais quand c'est spontané, en fait pour toi c'est naturel, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un truc bizarre puisque c'est un truc que tu vis. J'ai fait un ou deux rêves prémonitoires qui étaient vraiment assez marquants. Bon, pas intéressants en termes de faits dans ma vie, mais qui étaient vraiment l'obtention des images sur une situation, tu vois, de manière anticipée. Et donc, moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Personne s'y intéressait. J'ai commencé à tirer les cartes, tu vois, vers 19-20 ans. Et tu tires les cartes à tes amis, parce que voilà, tu fais ça comme ça. J'ai commencé à lire des livres que je trouvais très abscons, donc je trouvais que c'était compliqué avec les livres, tu vois, d'apprendre. Donc, il y a une ou deux personnes qui m'ont donné des tips. Et puis, à force de tirer les cartes avec tes amis, tu as des retours puisque tu gardes tes amis dans ta vie, tu vois. Donc, tu as vraiment du feedback. Évidemment, tu as des feedbacks négatifs et positifs, mais ça, c'est le lot de la voyance, hein. Notamment, un jour, il y avait un ami qui voulait un tirage sur un enjeu professionnel qui était important pour lui. Puis, tu sais, ça m'a vraiment intimidée, quoi. Et je lui ai dit, tu sais, je préférerais que tu vois une vraie voyante, quoi. Parce que moi, je faisais ça sur un coin de table. Et il m'a dit, bah, je l'ai fait, mais j'ai moins de détails qu'avec toi. Et là, tu vois, ça a commencé à me titiller. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau, quoi. Moi, je me dis que c'est en fait, la voyance, c'est la capacité de rentrer dans un état intuitif pour moi. Des intuitions, tout le monde en a, tu vois, tu penses à quelqu'un, tu croises la personne dans la rue alors que tu l'as pas vu depuis longtemps ou quoi que ce soit. Mais la plupart des gens, quand ils ont des intuitions, en fait, ils sont vraiment récepteurs, puis ils gèrent pas, tu vois, c'est de temps en temps, t'as une information clé qui arrive, tu sais à l'avance qu'il y a quelqu'un avec qui tu vas très bien t'entendre, tu sais pas pourquoi, tu l'as croisé un quart de seconde ou quelqu'un avec qui tu vas pas t'entendre. Moi, je pense que la voyance, c'est rentrer dans un tel état de concentration que tu vas créer, en fait, des intuitions, là où d'habitude, tu n'es qu'un récepteur, quoi. Tu deviens acteur. Exactement. Tu deviens acteur et puis pour moi, c'est là où on peut rejoindre en tous les cas le droit. Mais moi, tout ce que je dis, c'est subjectif sur la voyance, hein. C'est ma vision de la voyance, etc. C'est pas une règle. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup l'histoire, tu vois, la Rome antique ou la Grèce antique. Et les gens qui faisaient de la voyance, les oracles, etc., consacraient leur vie à ça, en fait. Tu vois, ils faisaient pas ça à côté. Donc, ils consacraient leur vie à ça. Donc, tu as une hygiène de vie. Moi, j'ai fait une thérapie. Je fais encore beaucoup de choses en développement personnel. J'ai fait des stages à droite à gauche, mais qui étaient vraiment basés sur de l'intuition. Donc, pas forcément avec des cartes, tu vois, parce que pour moi, les cartes, c'est un
Enfin, les cartes, c'est un support, si tu veux, et les supports vont varier selon les cultures. Tu vois, ça peut être la feuille de thé en Angleterre, ça peut être le marc de café. En fait, l'idée, c'est que comme c'est quand même un peu choquant de se dire, si je me concentre, je peux obtenir des informations sur un lieu, un événement, tu vois, ou quelqu'un. C'est plus facile de dire, ah, c'est pas moi qui ai eu l'information. J'ai tiré la carte, c'est la carte qui me l'a donnée. Donc, pour moi, c'est une technique de réassurance psychologique. Après, c'est aussi un moyen de rentrer en état de concentration, tu vois. Il y a ça qui est intéressant, mais surtout, ce qui est moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de développer son intuition sans rien au quotidien pour que ça t'aide sur des prises de décision professionnelles. Tu vois, on a vraiment la notion de la voyance rattachée à l'amour. Est-ce que machin va revenir? Puis moi, je veux dépoussiérer un peu ça, quoi. Oui, il y a ce côté Madame Irma qui va arnaquer pour donner de l'espoir aux malheureux en amour. Ouais, et créer une dépendance, tu vois. Et la dépendance, c'est un vrai truc qui m'a fait tarder à être voyante parce que j'avais très peur que les gens soient dépendants, tu vois, rappellent tout le temps. Moi, je pars du principe que le futur, il est pas écrit parce que ton futur, il est dépendant de deux éléments. Un, les circonstances extérieures. Ben, on le voit bien, par exemple, avec la crise sanitaire, qui est un très bon exemple. Puis deux, tes prises de décision. Pour moi, dès que tu changes de comportement, tu vas créer un autre futur. Donc, je pars du principe que quand je tire les cartes, je capte des informations sur le futur le plus probable de la personne à l'instant T, au moment où elle est en face de moi. Si le tirage, il est positif, je vais lui dire, vous gardez la même mentalité qu'aujourd'hui sur le sujet. Si le tirage, il n'est pas favorable, on creuse, on fait un constat, on regarde, c'est toujours riche d'enseignements, on creuse et il faut que la personne change son état d'esprit. À elle de le faire ou pas. Moi, tu vois, toujours le libre arbitre d'abord, la voyance après. Mais je pense que du coup, en essayant, et j'ai beaucoup réfléchi à ça avant de me lancer, de proposer une voyance assez proactive, tu vois. Enfin, du coup, la personne, elle reprend sa responsabilité de vie. Je pense que c'est plus sain pour nous deux. Et moi, j'ai pas de problème de dépendance, quoi. Déjà, si les gens n'agissent pas dans leur vie, moi, j'oublie toutes mes consultes. S'ils n'agissent pas dans leur vie et qu'ils me reconsultent, je vais te faire le même tirage. Alors que j'ai quasiment oublié, tu vois, j'oublie vraiment une grosse partie. Ouais, non, la dépendance, oui, puis il y a cette image-là, mais ça, je l'entends quand je dis des fois, je suis voyante. Ah oui, t'es un escroc, quoi. Tu dis que tu avais eu des prémonitions, des rêves prémonitoires. Est-ce que tu peux nous en raconter un? Alors, le truc qui m'avait le plus marqué, donc moi j'ai été élevée de manière très isolée. Bon, c'était les années 70. Hein, ma mère, elle a fait un enfant, la clope au bec, tout ça, elle est cool, elle m'emmène partout. Ah oui, un peu hippie. Un peu, en tous les cas, bon, je sais pas si c'était quand même une autre époque, voilà. Moi, j'ai des grands-parents du côté paternel, j'ai des origines juives séfarades, et donc qui sont revenus d'Algérie en France et qui ont atterri en Bourgogne. Mais ils n'avaient aucun lien avec la Bourgogne, parce que nous, ça faisait vraiment beaucoup de générations qu'on était en Algérie, donc c'était des vrais Algériens, voilà. Et un jour, je suis allée en Bourgogne chez eux, un tout petit bled. Et écoute, j'ai arrêté de les voir assez tôt, mes grands-parents, donc j'avais moins de 8 ans, c'est sûr. Je pense que je devais avoir 6 ans, 6, 7 ans. Et j'ai dit à mon grand-père, je suis contente de venir ici parce que j'y ai déjà vécu, tu sais. Et il m'a dit, bah non, c'est la première fois que tu viens. Je lui dis, non, dans l'autre vie, tu sais, j'y ai vécu. Et donc, j'avais cette réminiscence de vie antérieure, alors que personne n'était intéressé par ça dans ma famille, donc je connaissais pas le concept. Tu vois, j'étais vierge culturellement de concept. Et lui m'a dit non, mais moi je savais que j'étais venue ici. Alors j'avais pas de réminiscence de métier, tu vois, ou de choses. Ça devait être une vie sympa parce que j'étais contente de revenir en Bourgogne, tu vois, manifestement. Quand t'es petit, tu sais, t'as pas du tout le prisme culturel des adultes, donc t'es très à l'aise là-dessus, tu vois. Donc ça m'avait vraiment. Je crois que ce qui m'avait perturbée, c'était presque l'aspect naturel, tu vois, où t'es vraiment convaincu de ce que tu dis et ce que les adultes te disent, tu t'en moques. Donc il y avait ça. Et puis il y avait de temps en temps, voilà, des rêves prémonitoires. Je pense que les rêves, j'en ai eu plusieurs, mais les plus marquants, malheureusement, j'ai eu des rêves prémonitoires avant les attentats du Bataclan. Et à l'époque, on avait alors, moi, j'ai connu des attentats petites. Il y avait la rue de Rennes et Saint-Michel quand j'étais à Paris qui avaient été traumatisants, mais on n'avait pas connu des choses comme ça, de scènes de guerre à telle échelle avec 6 lieux. Enfin bon, c'était assez incongru. Et alors moi, j'ai pas rêvé du Bataclan, j'ai rêvé des cafés. Donc je pense que j'étais dans mes rêves à la Belle Équipe, c'était un mois avant. Et du coup, j'ai fait 4 rêves. 4 nuits de suite, et puis c'est comme si tu avais la haute définition dans ton rêve, quoi. Et j'étais en terrasse et on nous tirait dessus à l'arme automatique, et je disais
on nous tire dessus comme des lapins. Et quand j'étais réveillée, j'étais vraiment mal. Puis j'en avais parlé à une amie. Elle m'a dit, oh, c'est le climat ambiant qui est stressant. Et donc je me suis dit, bah, je suis stressée. Puis j'ai pris du magnésium, tu vois. Enfin, j'ai pas tilté. Et c'est quand t'as des choses comme ça, en fait, puis surtout que moi j'avais qu'une vue partielle, il y a que quand ça se présente. Donc moi c'était un mois avant où t'es là, ah oui d'accord, j'ai compris. Puis en fait quand tu vois moi j'étais jamais allée à la Belle Équipe de ma vie, hein. J'étais allée à Paris, mais j'ai vécu à Paris. Mais puis quand tu vois la disposition, tu vois où t'es sur la terrasse, tu reconnais la terrasse, t'as des éléments. Donc j'avais ça et puis les attentats de Bruxelles aussi. Là j'en avais parlé à quelqu'un avec. Tu vois, donc ça c'est des trucs quand c'est avant puis que t'as des éléments qui sont assez importants. Tu sais que ce qu'on appelle de la précognition en fait. C'est l'obtention d'une information avant sa réalisation. Et là où c'est intéressant sur le Bataclan, c'est le fait qu'on n'ait pas vécu de trucs de la même ampleur. Parce que si on en avait vécu plusieurs, parfois c'est plus dur de savoir si c'est un rêve d'angoisse ou une prémonition, tu vois. Parce qu'il faut toujours quand même être vigilant sur... pareil, quand je fais des voyances et qu'il y a des choses qui se réalisent, bah parfois, est-ce que c'est moi qui ai eu une info juste en voyance ou est-ce que j'ai influencé la personne et qu'elle a pris des actions puis que ça l'a amenée sur la voie? Bah des fois tu peux dire oui, des fois tu peux pas savoir. Le but, je crois que c'est pas de dire j'ai vécu le truc, alors que quand tu décris, je sais pas, j'ai une cliente là. Son compagnon, je lui dis il est propriétaire, elle me dit oui, pourquoi? Et je lui dis il y a un problème avec le toit, hein. Il y a une fuite. Elle me dit non, il a acheté la maison là, il y a 2 ans, il a refait tout le toit, c'est pas possible. Et puis la semaine suivante, elle m'écrit, elle me dit qu'elle est dans son salon, elle reçoit de l'eau sur les jambes, quoi. Là, t'es sûr, tu vois que c'est une prémonition. En plus, c'était pas du tout le sujet, tu vois, elle m'appelait sur autre chose et tout, sur un enjeu professionnel. Et donc là, tu sais que c'est pas le sujet, c'est pas la question. Le mec a tout refait. Là, t'es sûr que c'est une information intuitive. Et comment ça se manifeste quand tu vois quelqu'un? T'as des images qui viennent à toi? Comment ça se manifeste? Alors non, parce que moi, je me ferme quand je suis pas en consultation, tu vois, parce que je veux pas que ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, etc. Ouais. Et puis pour moi, c'est vraiment un travail. Donc tu vois, enfin, je fais vraiment, c'est assez fatigant. Donc j'ai pas envie de faire de la voyance tout le temps, très clairement. Et puis moi, j'aime bien dans ma façon de faire mon travail, contextualiser, c'est on se pose, je me mets en état de concentration, je m'occupe de la personne, que ce soit bienveillant, parce que des fois, même si je fais pas la santé, donc tu vois, je fais pas les trucs dark, la personne peut être émue. C'est bien que j'ai fait de la sophrologie parce que je sais faire une conduite d'entretien, par exemple, tu vois. Non, je peux en avoir un peu de temps en temps, tu vois, si c'est des choses qui me concernent. Ça m'arrive sur les gens, mais c'est assez rare. C'est très proche de l'état créatif, tu vois. Si tu es en train de réfléchir à ton prochain podcast, qu'est-ce que tu pourrais choisir comme invité, qui vont être à la fois dans la ligne directrice de ton podcast, mais qui vont apporter quelque chose de nouveau. Il y a un moment donné où quand tu cogites, t'es dans cette espèce d'état où t'es légèrement entre la veille et le sommeil, t'es un peu ailleurs, tu vois. T'es un peu ailleurs, dans tes pensées. Exactement. C'est ça l'état de voyance. Et c'est pour ça que, comme c'est pour moi, à mon sens, hein, mais ça n'engage que moi, la même chose que l'état créatif, c'est pour ça aussi qu'il y a des artistes qui ont eu des œuvres prémonitoires, qu'elles soient cinématographiques ou picturales, tu vois, ou littéraires, parce que c'est le même état et que l'imaginaire est très proche de la voyance. Si tu fais un exercice intuitif où je te dis voilà, il y a un lieu, tu sais absolument pas ce que c'est, il faut que tu le devines. Si je te dis bah décris-moi le lieu, et que tu me dis mais je suis pas voyante, je vais te dire bah imagine, c'est pas grave, il va y avoir une partie de déchets dans les informations, mais l'imaginaire, parce que tu vois bien que quand tu imagines, t'es un petit peu ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait se rapprocher aussi, c'est si tu demandes à quelqu'un de faire appel à un souvenir. Rappelle-toi des dernières vacances qui t'ont vraiment plu, où t'avais vraiment, où t'étais très heureux. C'est comme si tu vois des images, mais tu les vois pas toutes. T'as des sons, mais tu vois ce que je veux dire, ce truc un peu nébuleux. C'est exactement comme ça quand t'es en état de voyance. Et tu utilises tes 5 sens. C'est-à-dire que tu peux voir des choses, tu peux ressentir des volumes, tout ce qui est kinesthésique. Bon, des fois, j'entends des phrases, mais c'est assez rare, ce qu'on appelle la clairaudience. Beaucoup, c'est des sensations. Donc, ça fait vraiment une sensation de traduire une langue étrangère. C'est-à-dire que tu as des sensations et il faut que tu traduises le bon mot. Enfin, bon, voilà. C'est un état de concentration, si on voulait synthétiser. Et alors, ça me fait penser, si toi, tu pouvais donner un conseil aux auditeurs qui voudraient se rapprocher de leur intuition pour
Savoir comment ils se sentent professionnellement, prendre une décision. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais un conseil à leur donner pour qu'ils se rapprochent un peu de leur état de subconscient, qui se reconnectent à eux-mêmes? Oui, alors ça, c'est quelque chose d'un très intéressant parce que moi, je pense que c'est un véritable atout de l'utiliser comme outil dans le quotidien. Alors, la vraie difficulté, c'est que c'est parfois compliqué de distinguer une intuition d'une angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu vas avoir l'intuition qu'il faut pas prendre telle décision professionnelle et tu as raison. Parfois, tu vas avoir une sensation quasi similaire, il faut pas que je fasse ça, mais c'est parce qu'en fait, tu es dans de l'auto-sabotage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut te pusher un peu et là, tu vas... Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de les noter quelque part quand tu as une sensation qui est forte, dans le bloc-notes du téléphone, dans un carnet selon les affinités de chacun. C'est de noter la date, parce que la date, c'est hyper important. C'est de noter la sensation, comment elle se manifeste. En général, c'est très rapide. Hein. C'est vraiment un quart de seconde. Les gens, ils ont le fantasme que c'est comme une histoire, c'est clac-clac. C'est de noter ces sensations, comment elles se manifestent, que parfois, on va avoir tous un langage, tu vois, un peu particulier. Et après, ce qui va leur permettre de savoir si l'intuition, elle est bonne ou pas, c'est le feedback. Donc, au début, ça prend un peu de temps, tu vois ce que je veux dire, parce que tu te dis, ah bah tiens, j'ai la sensation que ça va bien se passer dans cette entreprise. Faut que tu le notes avec la date d'entrée et comment, avec qui tu peux pusher en disant, ben voilà, t'as rencontré 4 personnes avec qui tu vas mieux t'entendre, avec qui tu vas, voilà. Et du coup, de noter, et plus les personnes vont faire ça, plus elles vont avoir de feedback, plus ça va créer un système de renforcement et plus elles vont connaître leurs intuitions. Donc, il y a une période qui est un peu d'apprentissage, tu vois. Mais voilà, c'est d'être à l'écoute de ces sensations corporelles et émotionnelles, de noter celles qui sont très rapides et de dater, de laisser une petite place pour le feedback. Presque comme un journal intime, en fait. Oui, en essayant de noter les sensations qu'on a eues le plus rapidement possible, quoi. Et alors, tu as parlé je voudrais revenir sur la société, le fait d'être voyante. Comment tu as eu le déclic pour te dire finalement, bah, je passe au-delà pour réussir à assumer, toi, de devenir voyante? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la façon dont les gens sont traités en entreprise. Moi, je trouve que les gens sont globalement mal traités en entreprise. Je trouve qu'il n'y a pas assez de considération, de bienveillance, etc. J'ai fait quand même beaucoup d'entreprises et ça, on n'est plus sur des questions d'argent, tu vois. Les gens disent toujours oui, on peut pas payer, nanana. Ce fait de me sentir utilisée tout le temps, puis de pas pouvoir, tu vois, m'épanouir sur du long terme dans une entreprise parce qu'il n'y a pas ce côté bienveillant d'évoluer ensemble et d'évoluer. J'aime beaucoup le collectif, mais ça, à un moment donné, j'ai dit j'arrête de donner mes compétences et j'ai tiré des profits d'entreprise, hein, je veux dire, mais je veux plus travailler dans des contextes comme ça. Donc ça, j'ai été blasée un peu comme le capital solaire, tu vois, voilà. Je trouve que les entreprises sont pas assez bien organisées non plus. Moi, je me suis organisée assez tard, hein, j'ai dû monter en maturité là-dessus. Et puis, j'étais pas heureuse, quoi. Il faut être honnête avec soi. Donc, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas mariée, que j'avais pas d'enfants. Alors, ce que je percevais pas comme une chance, hein. Et je pense que quand tu es marié avec des enfants, des fois, s'il y a un truc qui va pas, ça peut être caché sous le tapis parce que, tu vois, c'est super avec ton compagnon ou c'est super avec tes enfants. Puis tu dis, je garde ce job parce que j'ai autre chose. Et puis, voilà, tout est une question de balance, puis ça va être différent. Moi, comme j'avais pas ça, si tu veux, le mal-être, il me sautait aux yeux. Et puis, j'avais envie de me réaliser, quoi. Il était assez tard parce que je crois que j'avais à peu près 41 ans quand j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, ça, personne peut le faire pour toi. Si tu vas voir un psy, il peut pas le faire pour toi. Tu vois, les mises en action. Et là, je me suis dit, Céline, si tu fais pas les choses maintenant, tu vas mourir triste, quoi. Et ça, c'était pas trop une option pour moi, quoi. Donc, c'était plutôt l'inconfort qui a été le déclic. C'est quand même étonnant à 41 ans de se dire, d'avoir peur de finir sa vie triste. Comment t'avais eu cet état si jeune de faut que je me réalise dans ma vie? Bah, moi, j'ai vu mes parents beaucoup travailler, tu vois, et puis pas avoir d'autre identité que le travail. Donc, je sais pas, c'était un petit peu. Après, c'était une autre époque aussi. Et puis, j'avais pas du tout la même conception. Moi, je pense qu'on est là pour être heureux, quoi, tu vois, globalement. Et le bonheur se décline de différentes façons. Moi, mon cercle amical, c'est une grosse réussite, tu vois, ça se passe hyper bien. J'ai quand même fait plein de choses dans ma vie assez rigolotes et tout. Donc, voilà, mais en fait, c'était vraiment un truc d'honnêteté avec moi, tu vois. Tu sais, quand tu te sens pas exactement là où tu devrais être. Et ça, t'es responsable, en fait. Et je pense que quand j'étais plus jeune, plus immature, t'as tendance à accuser les gens, tu vois. C'est pas moi, c'est les autres. Quand tu vieillis, tu comprends que ça, il faut le faire. Et puis, je pense qu'on a tous des affinités sur un métier ou un autre. Tu vois, il n'y a pas de sous-métier pour moi. Mais
Je pense que c'est notre responsabilité de se labourer comme une terre, tu vois, sans relâche, pour se dire ça a l'air d'être mieux pour moi. Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que moi, quand j'ai commencé la voyance, j'étais pas du tout sûre que ça se passe bien. Hein. Et les gens, c'est comme si des fois je vois des gens qui se lancent pas parce que s'ils sont pas sûrs à 100%, ils y vont pas. Et moi, je trouve que c'est pas le bon chemin, quoi, parce que y a pas de 100%, tu vois. Enfin, ça, c'est, je sais pas si c'est la société de consommation qui nous a lancé là-dessus. Je me suis dit, ça me plaît plus. Je pense que je suis meilleure là-dedans. J'essaye, puis j'essaye bien, quoi. Après, j'étais vraiment dans une période de remise en question. Du coup, j'ai dû réapprendre des bases en marketing. J'ai réappris des bases en compta. J'ai fait des brainstorms. J'ai accepté mes failles, puis j'ai accepté de demander de l'aide, ce que je faisais pas avant. Et puis, je me suis dit, être à son compte, c'est avoir une petite entreprise. Faut être hyper responsable, c'est-à-dire qu'il faut faire un business model, faut structurer ses journées. C'est pas non plus... c'est pas parce que je suis je fais de la voyance que c'est n'importe quoi. Je travaille plus qu'avant. Donc, peut-être c'est le lot de tous les entrepreneurs, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai essayé de bien le faire sans avoir, je crois que c'est le chemin, quoi, sans avoir l'idée que ça allait fonctionner. Bon, moi, j'en ai vécu assez rapidement, donc ça, c'est chouette. Après, j'accepte aussi, j'ai accepté au début de faire des événements où j'étais déguisée en Madame Irma jusqu'à 2h du matin avec des gens bourrés. Enfin, tu vois, je peux faire une journée de voyance, ensuite sauter dans un train, monter à Paris, puis terminer à 2h du matin parce que j'ai enchaîné avec de l'événementiel. Enfin, je me donne vraiment les moyens pour mon activité, mais c'est vrai que c'est la première fois où je me vois pas faire autre chose, en fait. Avant, je me disais, c'est un passage, peut-être qu'après je ferai ci, peut-être qu'après je ferai ça. Là, j'ai pas cette sensation. Par contre, je suis contente de l'avoir fait tard. Je pense que je n'aurais pas réussi mon projet si je l'avais fait trop tôt. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle activité ? C'est très varié parce que du coup, il y a les consultations, il y a l'événementiel, il y a toute la communication. Moi, j'ai beaucoup de clients via Instagram. Donc la partie com, qui était un peu ce que je faisais avant, me plaît aussi. J'ai organisé mon emploi du temps. Moi, je fais des grosses journées voyance mardi, mercredi, jeudi, où faut pas me parler le soir parce que je suis explosée. Et le lundi et vendredi, je fais autre chose. J'ai réussi à créer de la diversité. Et puis la relation avec les gens, c'est super parce que moi, j'ai la sensation de faire du bien aux gens. Je trouve qu'on a des échanges qui sont très authentiques et ça, c'est hyper agréable parce que socialement, on peut pas être dans une vraie authenticité. C'est normal, il y a des codes, etc. Enfin, bref, tu peux pas dire au boulot si un jour vraiment t'as pas envie de travailler en disant, tu sais, j'ai envie de me barrer. Aujourd'hui, je déteste mon boulot, alors que c'est juste, tu vois, journalier. Donc, je trouve que en voyance, comme j'ai l'impression qu'on a des vraies conversations avec les gens. C'est une belle intimité. Je trouve que c'est une intimité assez spontanée. Puis, je trouve que quand je suis en état de voyance, je juge pas du tout les gens. Je sais pas si hors de voyance, peut-être un peu plus, tu vois. Je dirais peut-être pas ça en dehors, mais on est humain, on a nos failles. Mais en voyance, je suis dans la résolution des trucs. On va trouver des solutions. On cherche, on accompagne. Et puis, quand t'as des gens, tu vois, que tu suis d'année en année, puis qu'on réussit des vrais projets, etc., tu vois, où t'avais l'impression que t'es une petite équipe, là, que t'es avec eux, et que des fois, tu les as emmenés dans des chemins qui leur faisaient envie, mais où ils osaient pas, et puis qu'ils obtiennent des choses, t'es hyper content, quoi. Tu vois, ça, c'est la vraie satisfaction. Donc, je trouve que le relationnel avec mes clientes, et mes clients sont vraiment chouettes, puis j'ai des gens du monde entier, quoi, tu vois, enfin, sur toute la France, on m'appelle en Corse, après on m'appelle de Tahiti, après on m'appelle du Canada, enfin j'adore quoi. Et quel est le profil justement de tes clients ? Parce que tout comme on a le cliché un peu de la voyante qui est un peu là-haut, on a aussi un peu le cliché du client un peu endetté, un peu perdu. Et finalement, parle-nous un peu de tes clients, comment ils sont tes clients ? Mes clients, ils sont très divers. Après, c'est peut-être plus une tranche, tu vois, 25-55, mais voilà. En fait, les clients, ils sont très divers puisque c'est pas des gens perdus, c'est des gens qui se posent des questions. Et il y a toujours des moments où les gens se posent des questions dans leur vie. Enfin, c'est assez rare que les gens, tu vois, tout roule comme donc. Je sais pas, j'ai des étudiants, j'ai des scénaristes, j'ai des avocats, j'ai des juges, j'ai des patrons d'entreprise, j'ai des commerçantes. Enfin, j'ai vraiment pas un profil type. Après, moi, je fais très attention à ce que je dégage comme image parce que ce que tu dégages comme image va attirer des clients. Moi, je fais pas de salon de la voyance parce que c'est pas l'atmosphère. C'est très bien, tu vois, mais c'est pas l'atmosphère qui me correspond. Donc, en gros, j'ai fait attention.
je fais attention à gagner suffisamment d'argent pour pas prendre des choses qui me correspondent pas, pour rester dans quelque chose avec des clients qui sont quand même des gens qui réfléchissent sur eux, qui travaillent sur eux. C'est des gens qui ont envie d'évoluer. Moi, je trouve que j'ai pas de gens en détresse, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire, où je pense que quelqu'un qui veut s'en remettre à une voyante puis pas bouger dans sa vie, moi j'appelle ça la pensée magique, tu sais, je fais rien puis annoncez-moi que tout va bien se passer là. Je pense que ça passe pas avec moi. Ils peuvent faire une consulte avec moi parce que voilà, tu peux pas filtrer, mais je pense qu'ils me rappellent pas 2 fois. Donc et puis c'est très important, je pense qu'un voyant c'est comme un psy, il faut avoir des affinités, tu vois. Donc j'essaye d'être aussi de faire de l'événementiel, comme il y a un vide dressing qui s'appelle Violette Sauvage à Paris. J'y vais de temps en temps, je fais des consultes flash de 10 minutes parce que je me dis qu'il y a aussi ce côté, si ça passe pas avec moi, faut pas qu'ils me consultent, tu vois, pour une demi-heure ou 1 heure, quoi. Donc, il y a ça qui est important. Mais ouais, non, mes clients, moi, je me rappelle une fois, j'ai pris un taxi, j'avais fait un partenariat avec le Crazy Horse. Bon, je pense que le chauffeur a été un peu intégriste, alors que je fasse de la voyance et que je sorte d'un club de striptease, quoi. C'était un peu violent pour lui. Et on a discuté, tu vois, parce que moi, j'aime bien, voilà, échanger et tout. Et à un moment donné, il m'a dit, en gros, ouais, et ça, mais c'est pas le premier. Il m'a dit, en gros, les gens qui vous consultent sont des gens paumés dans leur vie, quoi. Et j'ai dit, si vous connaissiez le curriculum vitae de mes clients, je pense que vous auriez envie d'être comme eux, quoi. Parce que, non, c'est pas des gens, t'achètes, t'es sur un projet immobilier, t'as une question, t'es sur une évolution pro, t'as une question, ça se passe pas très bien dans ta famille, t'as envie de te rabibocher, mais t'as envie d'avoir une orientation sur l'angle pour confirmer ou infirmer ce que tu penses. Ça peut être juste par curiosité pour faire un panorama de ta vie. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses différentes, quoi. Oui, et puis je pense que les modalités sont vraiment en train d'évoluer. On est beaucoup plus dans se reconnecter à la nature, sur le développement personnel, et puis on s'ouvre à tout ce qui est spiritualité. Oui, alors ça, c'est vrai que depuis, je dirais 3 ans, c'est vraiment en train d'évoluer positivement et tant mieux pour moi. Et puis, si tu veux aussi, si tu regardes, alors c'était pas le cas de toutes les sociétés, mais déjà de la divination, il y en a eu dans tous les temps. Et tu vois, moi, j'ai fait une demande de crédit immobilier là, et ça a été très compliqué de faire une demande de crédit immobilier en étant voyante, alors que tu vois, je suis à mon compte depuis 2008 en tant que libérale, donc j'ai quand même 13 ans de libérale en tous les cas derrière moi. Et il y avait un courtier qui avait été particulièrement grossier avec moi, et il m'avait dit oui, vous n'aurez jamais de crédit. Bon, j'ai eu mon crédit, pas avec lui, parce que votre métier est trop nouveau. Et j'avais envie de lui dire, alors moi je pense que nous, donc les voyants et les prostituées, on est là depuis le début. C'est ce que j'allais dire. Parce que chaque culture a une culture de divination. Après, c'est tabou, voilà. Et en fait, dans la Rome antique, la divination, elle était vraiment utilisée pour du futur proche, donc qui est plus, tu vois, mathématique. Et elle était utilisée pour des décisions politiques, comme si, tu vois, le président de la République, pour décider un couvre-feu ou pas, aller voir les oracles. Bon, après, c'était un système un peu particulier chez les Romains, parce que les oracles, ils regardaient les signes, machin, mais finalement, c'était des espèces de sénateurs qui faisaient l'interprétation. Donc, évidemment, si ça t'arrange, tu vas interpréter. Tu sais, ils découpaient un carré dans le ciel, disaient, les oiseaux, ils volent là, machin et tout. Puis après, le sénateur dit, ça veut dire c'est dire que c'est un oui, tu vois. Donc, moi, il y avait ce truc-là, mais on l'utilisait pour des décisions de la vie de tous les jours. Et c'est pas parce que tu vas voir une voyante que t'as plus de réflexion, en fait. C'est un panorama, ça confirme, ça infirme, mais tu restes indépendant quand la personne est bienveillante. Après, moi, je pense que quand tu es voyante, tu dois être hyper responsable de ton état mental. C'est-à-dire qu'il faut faire une thérapie, il faut être hyper sain, etc. Parce que, voilà, t'accueilles les gens, c'est quand même des conversations de l'ordre de l'intime et tout, donc faut être bien dans sa tête, quoi. Faut une éthique. Et alors, quand tu as décidé d'être voyante à temps plein, comment tu as fait pour te structurer, te former? Est-ce que tu aurais peut-être des conseils aux auditeurs qui voudraient se lancer dans la voyance ou autre? Moi, le conseil que j'ai, c'est que faut faire attention sur les métiers passion pour les réussir, parce que quand c'est une passion, des fois, les gens, c'est un peu comme quand t'as un coup de cœur en amour. Tu vois, ils foncent, et puis du coup, et comme les gens en ont un peu marre de l'entreprise parce qu'ils ont été maltraités, du coup, souvent, il y a une espèce de rejet. Faut vraiment structurer les trucs. Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle le test and learn, hein. J'ai arrêté d'être dans la perfection, qui était quelque chose qui me freinait complètement dans ma vie professionnelle et qui est, je pense, plus fort chez les femmes. Tu vois, un jour, j'ai écouté une émission sur France Culture, puis il y avait Xavier Niel qui était interviewé et il disait quand tu veux lancer un produit, si quand tu le lances sur le marché, il est parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard.
Et là, j'ai compris que dans la perfection, je voulais un site incroyable, je voulais ci, je voulais ça. Et du coup, je pensais que j'étais jamais assez bien. Puis du coup, je me lançais pas. J'avais beau faire des stages avec des gens, lire des bouquins, pratiquer, ça n'allait jamais assez. Je me suis dit, Céline, n'attends pas de ne plus avoir peur pour te lancer. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Prends ta peur sous le bras. Peut-être que tu trembleras au début. Peut-être qu'au début, il y aura des trucs nuls. Mais sois dans l'action. Fais le minimum viable. Donc, j'ai fait un petit site WordPress comme j'ai pu, machin. J'ai commencé en continuant des missions à côté parce que voilà, il faut quand même être réaliste. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure, j'ai structuré. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet sur comment créer un petit business, des petites choses sur l'entrepreneuriat pour petit à petit apprendre de plus en plus de choses et puis structurer les choses. Et puis à un moment donné, quand les rentrées financières commençaient à devenir normales, j'ai lâché les autres jobs, quoi. Mais vraiment, c'est de mettre en fait, de faire un mix entre le spirituel et le matériel, quoi. Parce que si on est que quand j'ai des fois des gens qui me disent oui, je veux me lancer dans un métier spirituel, quel qu'il soit, et c'est normal qu'ils se tournent vers quelqu'un comme moi sur des décisions comme ça, ils se disent je veux pas faire d'acquisition client, je veux pas faire de com, genre tout va se mettre en place, le ciel va m'aider. Pour moi, c'est hors sol, quoi. Enfin, et si on est incarné dans quelque chose de matériel, qu'on a un loyer à payer ou des choses comme ça, c'est que c'est un élément à prendre en compte que ça nous plaît. Faut rester adulte. Parce que si on gagne pas normalement sa vie, après on est hyper stressé parce qu'on ne peut pas payer son loyer. Si on est stressé, on n'est pas bon en consultation. Si on n'est pas bon en consultation, bah c'est dommageable pour la personne. Donc je pense qu'il faut créer une harmonie. Et puis ce qui est dommage, c'est que sur des métiers comme ça, il y a pas d'espèce d'ordre, tu vois, de machin. Donc quand tu veux te lancer à ton compte, pour moi, il n'y a pas suffisamment de structure en France, tu vois, pour dire voilà ce qui se passe quand vous êtes à votre compte. Voilà, il y a les CCI qui font un peu ça. Donc, j'espère qu'à terme, il y aura plus de choses. Moi, je suis allée à des réunions d'entrepreneurs classiques. Évidemment, j'étais la seule voyante, tu vois. Il y en a qui faisaient de l'export-export, de la gestion, des trucs hyper, voilà. Et moi, j'étais là, je fais de la voyance et ils se disaient, c'était des petits déjeuners d'entrepreneurs. Vous allez venir pour les croissants, quoi, c'est pas possible. Et j'étais aussi venue pour les croissants, bien évidemment, mais pas que. Et du coup, tu vois, j'ai bravé un peu l'image que les gens allaient avoir de moi et je suis allée chercher des infos que j'avais pas parce que même si j'étais à mon compte depuis longtemps, j'évoluais un peu comme une salariée parce que les gens me contactaient assez facilement, je faisais une mission, ensuite une autre. Donc, si tu veux, enfin, comme ça avait été assez fluide, j'avais pas vraiment fait de démarchage quand j'étais salariée avant, quoi. Quand j'étais à mon compte avant. C'est un super conseil, c'est d'agir comme un entrepreneur, une entreprise, peu importe son activité, le font. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et aussi, je pense que quelque chose qui je vois, en fait, qui est peut-être le plus important, c'est le mindset, en fait. Puisque finalement, c'est pas tant de la pratique ou du matériel, mais plutôt une façon de penser qui va faire changer les choses et avancer. C'est exactement ça. En fait, j'ai changé ma mentalité et ça a changé ma vie. Très clairement, je pense que j'étais dans la victimisation avant, tu vois. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sympa, jovial, serviable en entreprise, donc j'avais du travail quand même assez souvent, mais je crois que j'avais une vraie immaturité et du coup, je me suis dit, Céline, j'avais souvent eu des projets de trucs à faire, mais que j'avais jamais concrétisé. Donc déjà, moi, j'avais pas de notion aussi de process. Tu vois, quand tu as une idée, comment tu la mets en place et quelles sont les étapes. Ça n'existait pas dans ma tête. Et j'ai eu la chance d'avoir un contrat dans une université d'ingénieurs. Je travaillais dans un centre de recherche sur de l'innovation pédagogique. Et du coup, il y avait des informaticiens dans mon service et eux, ils ont ça. Eux, ils réfléchissent en process. Et donc, je me suis dit, Céline, il faut que tu discutes avec ces gens-là parce qu'il te manque des cases de réflexion. C'est sûr que sur de l'argumentaire, tu vois, je vais être bonne parce qu'on travaille ça quand on est juriste, tu vois. Mais il y avait des trucs où je voyais qu'en fait, il me manquait des choses. Donc, je suis allée vers des professions qui me semblaient avoir des éléments que j'avais pas intégrés et j'ai arrêté de me plaindre et je suis allée au charbon. Donc, j'ai vraiment changé, en fait, mon attitude et le truc qui est chouette, c'est que ça m'a aussi apporté beaucoup de bonheur personnel en fait. C'est-à-dire que je suis plus sereine maintenant qu'avant, très clairement. Et ça se voit en tout cas. Et alors, tu as sorti un livre, Mes premiers tirages de tarot de Marseille. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, même les ultra débutants? Moi, j'ai des livres sur le tarot de Marseille, il y en a quand même beaucoup. Il y a plein d'ouvrages de qualité, il y a des ouvrages très détaillés, etc. Donc, il y a quand même déjà une belle bibliographie.
Cependant, moi, j'avais la sensation que je ne trouvais pas de livre assez pédagogique. Et moi, je suis une très bonne transverse. Tu vois, je vais pas être dans le détail. Je ferai jamais un bouquin de détails sur le tarot parce que je suis pas bonne là-dedans. Et donc, j'avais d'une part envie d'un ouvrage plus pédagogique où tu peux vraiment avoir la sensation d'apprendre. Et j'avais envie d'être un peu le côté girl next door, tu vois, un truc plus bien-être, plus boussole interne, etc. Moins dark, en fait, que l'image qui avait de la voyance. Et je voulais quelque chose d'illustré. Et quand j'ai sorti mon livre, en France, en tout du moins, parce que sur les pays anglo-saxons, ça avait déjà bougé, il n'y avait pas de jolis livres, tu vois, des livres-objets. J'ai été éditée chez Hachette, j'ai eu la chance, et j'ai pu faire le livre avec une amie, Elodie, qui est graphiste. Donc, du coup, c'est cool aussi parce que il y a aussi un projet, tu sais, dont on avait discuté, tu vois, tu discutes sur un coin de table, puis 10 ans après, ça y est, t'es à la Fnac, donc il y a ça qui est cool. On a mis un petit jeu de cartes à côté. C'était l'idée que si t'es débutant, tu peux le prendre, tu vas comprendre. Et puis, si t'es un peu confirmé, bah, t'as quand même toutes les bases, quoi. Et alors, on peut se faire ses propres tirages. Par exemple, moi, je peux commander ton livre et puis me faire mes propres tirages. Tu peux tout à fait faire tes propres tirages. Alors, c'est faisable, mais c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que quand tu fais des tirages à quelqu'un, t'as une espèce de distance. Tu sais, comme on dit, tu vas pas demander si ton père il est chirurgien et que t'as eu un accident de la route, on va pas lui demander à lui de t'opérer parce que t'es sa fille, tu vois, il va stresser. Donc en gros, si tu veux, t'as le tirage de cartes et après t'as l'interprétation. Et si t'es trop impliqué émotionnellement, là, ça risque d'être compliqué. Si c'est quelque chose qui t'impacte, mais voilà, t'essayes de te détacher, de te concentrer. La base, c'est au début, tu prends mon bouquin, tu vois, tu regardes un peu la signification. Moi, des fois, il y a des gens, ils me demandent sur Instagram, tu vois, je leur donne des tips et tout. Mais oui, tu peux tout à fait tirer les cartes. Mais je trouve que pareil, ce qui est important, c'est de noter ton tirage. On oublie, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'oublie mes consultes, mais les gens vont oublier des détails. Et quand tu les notes, je vais te donner un exemple qui est rigolo. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'était assez rigolo. Je fais une voyance à une personne sur un achat de maison. Elle m'écrit après, elle me dit, écoutez, Céline, vous étiez complètement à côté de la plaque. C'était pas du tout la maison que j'ai achetée, que vous m'avez décrite. Mais par contre, ça m'a motivée, ça m'a remis dans le bain. Donc, je suis quand même contente de cette séance avec vous. Et puis, un mois après, elle m'écrit, en fait, et elle a un jardin, elle s'est adossée au muret et elle a regardé la maison du voisin. Et en fait, mon descriptif, c'est exactement la maison du voisin qui était à vendre en même temps que la sienne. Donc, c'est ce qu'on appelle un glissement, en fait, en voyance. Tu vois, j'ai vu la maison d'à côté. Elle m'a dit, oh, j'ai jeté la voyance, du coup. Donc, et j'aurais aimé regarder les détails. Quand tu tires les cartes, il faut essayer de prendre de la distance et il faut prendre des notes. Et c'est l'entraînement. Ouais, ça donne envie de se tirer les cartes. Et si jamais les auditeurs veulent faire une consultation avec toi, combien de temps ça dure et puis comment prendre le rendez-vous, quel est le tarif à peu près? Alors, du coup, ils tapent mon nom et mon prénom ou Yes We Cards sur Internet. Moi, je fais tout en ligne, soit par téléphone, soit en visio. Il y a une demi-heure et 1 heure. Moi, je trouve qu'une demi-heure, c'est suffisant. Mais il y a des gens qui ont besoin d'1 heure parce qu'ils ont envie d'échanger avec moi un peu plus, etc. Ou alors, ils ont plusieurs questions, donc on va les traiter. Et il faut compter à peu près dans les 60 € la demi-heure et 100 € 1 heure, quoi. Voilà. Évidemment, je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent aller te voir sur Instagram, sur ton site. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ? Une reconversion réussie, c'est le fait de se sentir à l'aise dans son nouveau métier. Pour moi, c'est de se sentir à sa place, c'est ça qui est important. Et je pense que ce qui est quand même important dans ce process, c'est de pas hésiter à aller voir des gens qui font déjà ce métier avant, parce qu'on a toujours des a priori sur un métier. Moi, j'ai changé 4 fois de métier dans ma vie. Et le fait d'aller voir, quand je voulais être formatrice, d'aller voir des formateurs, ça a été vraiment quelque chose d'important. Donc, de pas hésiter à aller voir ses pairs, etc. Comme un petit Sherlock Holmes, d'enquêter, de se projeter, même s'il y a des choses sur lesquelles on va avoir une vision qui est cohérente et d'autres non, mais vraiment d'enquêter, de se faire plaisir, je pense, dans la démarche et de préparer sa reconversion. Ça se prépare. Pour moi, on peut passer d'un métier complètement différent, mais pas sans préparation.
En tout cas, ça commence en écoutant Oser la reconversion. Exactement, de voir plusieurs cas parce que chaque personne va avoir abordé sa reconversion différemment en tous les cas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir plusieurs cas, je trouve. Un grand merci Céline. Je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent aller te voir et puis pourquoi pas commencer le tirage de cartes avec toi. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.